Le 4 septembre dernier, le Togo a franchi une étape significative en rejoignant officiellement la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, BA2I. L'adhésion a été célébrée lors d'une cérémonie à Pékin en présence du président Faure Gnassingbé. Ce dernier a mis en avant les perspectives offertes par ce nouveau partenariat pour le développement du pays. Créée il y a 9 ans, la BA2I regroupe aujourd'hui 119 membres et se donne pour mission de favoriser le développement économique par des investissements dans les infrastructures. Pour le Togo, l'intégration de cette institution représente une opportunité d'accéder à des fonds pour financer des projets prioritaires dans divers secteurs, tels que la santé et les transports, entre autres. Ces investissements devraient non seulement améliorer les conditions de vie de la population, mais aussi stimuler l'économie nationale. Le président de la BA2I, Nkoun, s'est réjoui de l'arrivée du Togo, soulignant que cette adhésion pourrait renforcer tant la connectivité régionale que nationale. En collaborant avec la BA2I, le Togo espère également attirer davantage d'investisseurs internationaux, ouvrant ainsi la voie de nouvelles opportunités de croissance. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie globale du gouvernement togolais qui vise à moderniser les infrastructures et à promouvoir un développement durable et inclusif. Grâce à son adhésion à la BA2I, le Togo se positionne désormais comme un acteur clé sur la scène internationale, prêt à relever les défis économiques et sociaux à venir. La quasi-totalité des dirigeants africains se sont retrouvés en Chine la semaine dernière pour la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine. Ce forum, qui attire également l'attention des spécialistes en relations internationales, vise à aborder les transformations mondiales en cours et les défis communs que ces mutations présentent pour l'Afrique et la Chine. Sur le sujet, la Chine promet un soutien financier de 50 milliards de dollars à l'Afrique dans les 3 prochaines années. Cela va permettre aussi à la création d'au moins 1 million d'emplois. Pour rappel, il y a 3 ans, lors du forum sur la coopération sino-africaine FOCAC de Dakar, la Chine s'était engagée à porter ses importations africaines à 300 milliards de dollars. Par ailleurs, la Chine est actuellement le premier partenaire commercial du continent africain avec 167 milliards de dollars d'échanges au premier semestre 2024. Une opération de contrebande d'essence frelatée vers le Togo a été arrêtée par la police ghanéenne. C'est lors d'une patrouille dans une zone non autorisée à la frontière entre le Togo et le Ghana que le Ghana Immigration Service, GIS, a interrompu cette opération de contrebande. Au total, 45 bidons de carburant frelaté ont été saisis par les agents de la GIS. Ces bidons étaient dissimulés dans un bâtiment inachevé près de la borne 12. Après la saisie de ces bidons par les agents du Ghana Immigration Service, ils ont été transférés à l'Autorité nationale du pétrole, NPA. Pour l'heure, les coupables de ces cargaisons retrouvées par les agents ghanéens ne sont pas encore retrouvés. Une enquête a été ouverte par la police ghanéenne. Afin d'éviter d'éventuels trafics de la sorte et de préserver la sécurité des 2 pays, la GIS a fait comprendre aux populations qu'il ne faut pas collaborer avec les auteurs de ces opérations. Elle rappelle aux populations que ces opérations mettraient les propriétaires d'immeubles ou de maisons face à des poursuites judiciaires. Les sanctions qui peuvent découler de ces opérations pour les coupables et les complices peuvent être sévères. Rappelons que cette opération menée par Ghana Immigration Service s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les trafics transfrontaliers et vise à mettre en sécurité les populations de la zone frontalière. Le bilan de l'incendie qui a ravagé le dortoir d'une école primaire dans le comté de Nyeri à 170 km de Nairobi est monté à 21 morts selon les données officielles publiées samedi. L'internat abritait plus de 156 enfants âgés de 9 à 13 ans. Samedi, les corps des victimes ont commencé à être retirés du lieu du drame. Nous avons pu récupérer 19 corps. Ces corps sont très largement brûlés, à tel point qu'il serait impossible pour leurs parents de les identifier.
Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de cet incendie qui s'est déclaré jeudi soir. Le président kényan a décrété 3 jours de deuil à compter de lundi. Au Soudan du Sud, les inondations provoquées par la montée des eaux du Nil et les pluies torrentielles qui s'abattent sur le pays de septembre à décembre touchent durement les personnes à mobilité réduite. En périphérie de la ville de Bor, capitale de l'État du Jonglei, les personnes handicapées luttent pour se déplacer à travers les eaux stagnantes. Les déplacements des personnes vivant avec un handicap sont limités ici à Bor, ce qui représente un défi important pour nous. Je ne peux pas rouler quand il y a trop d'eau et ceux qui ont des fauteuils roulants se déplacent difficilement, tout comme ceux qui ont recours à une canne blanche. Cette situation est due au changement climatique. L'organisation humanitaire Light of the World tente d'améliorer le quotidien des porteurs de handicap en les formant à des mesures préventives et en leur fournissant des équipements adaptés. Nous proposons du matériel d'assistance, tels que des tricycles, des cannes et des fauteuils roulants, afin qu'ils puissent se déplacer lors des inondations. Le handicap est un phénomène naturel et de ce fait, les personnes qui sont aujourd'hui valides ne le seront plus demain. Je voudrais donc dire à notre gouvernement de prendre soin des personnes handicapées et de les aider, de leur donner une chance de trouver un emploi, afin qu'elles puissent travailler et se créer une source de revenus. Cette année, le nombre de personnes sinistrées par les inondations au Soudan du Sud pourrait s'élever à plus de 3 millions selon les Nations Unies. Pendant l'hiver austral sec à Johannesburg, un halo de pollution orangée enveloppe chaque soir la ville de l'Or, formée notamment par le plus d'1 million de véhicules que compte la métropole et qui embouteille les routes aux heures de pointe. Cet hôpital est situé juste à côté d'une artère très fréquentée. C'est pourquoi ces scientifiques de l'université de Wits l'ont choisi pour placer un de leurs tout nouveaux capteurs de pollution de l'air. On se penche sur les zones à risque. On a donc placé des capteurs en priorité dans des écoles, mais aussi des hôpitaux. Cet hôpital a accès à l'interface où se trouvent les données et va pouvoir planifier les heures de pause et de promenade pour ses patients. Ce capteur fabriqué localement coûte moins de 100 €, un facteur essentiel pour ce projet de grande ampleur qui vise à en installer partout dans la métropole. Le pays compte 130 stations nationales de mesure de la qualité de l'air, mais cela ne permet pas une mesure précise. C'est ce que ces chercheurs veulent corriger. Au niveau mondial, on ne contrôle pas réellement la qualité de l'air. Parce que pour le faire, il faut déployer une quantité massive de capteurs. Toutes les 5 secondes, les capteurs déjà installés, une vingtaine depuis juin, envoient leurs données à ce laboratoire. Et c'est une intelligence artificielle qui permet de traiter toutes ces informations. Grâce à l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle prend les données historiques, puis, sur la base de ces informations, crée des modélisations pour prévoir l'avenir. Donc l'IA ne nous permet pas seulement d'avoir un système suffisamment bon marché, elle permet aussi de le rendre réalisable, car autrement, nous ne pourrions pas donner de sens à ces grandes quantités de données. Grâce à ce système, il sera donc possible d'identifier des zones particulièrement à risque au sein d'une ville ou même d'un quartier, et donc de pouvoir prendre des mesures ciblées, une initiative approuvée par les autorités et en particulier la ville de Johannesburg, qui vient juste de rejoindre le réseau international Breathe Cities pour des villes moins polluées. La ville de Johannesburg reconnaît qu'il y a un problème et essaie de changer les choses. Ils veulent travailler dessus et ils prennent des mesures concrètes pour faire la différence. Une question de santé publique. En 2019, le niveau de particules fines était en Afrique du Sud 6 fois au-dessus des niveaux recommandés par l'OMS, entraînant la mort de près de 30 000 personnes. Le résultat est tombé ce dimanche, sans surprise. Le candidat Abdelmajid Tebboune a récolté 5
329 253 voix. Cela représente un taux de 94,65%. Presque 95% des voix. Une victoire aux airs de plébiscite donc pour Abdelmadjid Tebboune, 78 ans, au pouvoir depuis 2019. Soutenu par 4 formations politiques, dont le FLN, le Front de Libération Nationale, le président sortant était donné largement favori. Il faisait face à 2 candidats issus des rangs de l'opposition. Youssef Aouchiche, ancien journaliste et sénateur de 41 ans, candidat du Front des Forces Socialistes, et Abdelali Hassani, un ingénieur de 57 ans, chef du MSP, le Mouvement de la Société pour la Paix, principal parti islamiste. Sa direction de campagne a dénoncé dimanche des violations, un retour à des pratiques anciennes et qualifié de mascarade les chiffres, notamment ceux de la participation. Le taux moyen de participation pour le premier tour a atteint 48,03%. Et ici, je voudrais rappeler que nous avons connu des difficultés en raison des inondations qu'il y a eu dans 2 régions. Un chiffre inhabituel. D'habitude, la participation se calcule en divisant le nombre d'électeurs par le nombre d'inscrits, soit 24,5 millions à ce scrutin. Cette année, le nombre total d'électeurs n'a pas été donné. Mais le nombre de voix exprimées pour les 3 candidats s'élève à 5,5 millions sur 24,5 millions, soit un taux qui serait autour de 23%, sans prendre en compte d'éventuels bulletins blancs ou nuls. L'affluence aux urnes était le véritable enjeu du vote. En 2019, Abdelmadjid Tebboune avait remporté l'élection avec 58% des voix et une participation d'à peine 40%. Cette fois, il a très nettement amélioré son score. À l'époque, l'élection s'était déroulée dans le contexte tendu du Hirak, le mouvement massif pour la démocratie et les libertés qui venait de chasser du pouvoir son prédécesseur Abdelaziz Bouteflika. Selon le Comité national pour la libération des détenus, des dizaines d'Algériens liés au Hirak ou à la défense des libertés sont encore emprisonnés ou poursuivis. Reconstruire avant le début de l'hiver, l'urgence pour les habitants de Tinisk. Le village de 500 habitants fait partie des nombreuses localités presque entièrement détruites par le séisme meurtrier du 8 septembre 2023. Il y a encore des gens qui vivent dans des tentes et qui souffrent de la chaleur et ils risquent certainement d'affronter le froid ici, dans les tentes. Il y a aussi le problème du soutien aux personnes qui ont complètement perdu leur maison et qui ont reçu une compensation de 80 000 dirhams. Mais est-ce qu'il faut l'utiliser pour construire ? Pour acheter des terrains, en général, il y a beaucoup de problèmes, parce que la majorité des gens ici, environ 80%, n'ont reçu qu'une aide partielle. Selon le gouvernement, seules 1000 habitations ont été réhabilitées depuis le séisme. L'opération de reconstruction est un échec, car si près de 58 000 rescapés ont perçu la première des 4 tranches de l'aide publique, seules 939 familles ont perçu la totalité de l'enveloppe. La faute à un engrenage administratif lourd et à une logistique compliquée. La région dans laquelle nous nous trouvons actuellement souffre d'une pénurie de matières premières qui sont principalement importées de Marrakech ou de Tahanout. La distance importante entre ces villes et notre région rend le transport particulièrement difficile. Certains villageois souhaitent construire leurs maisons en hauteur sur les flancs des montagnes. Or, l'acheminement des matériaux de construction vers ces zones prend du temps. Le gouvernement incite la population à accélérer les démarches pour pouvoir débloquer la totalité des aides financières. C'est ainsi qu'après des mois passés dans un abri de fortune, Brahim Haït Ouara vient de retrouver un toit. Le premier versement de 2000 dirhams m'a permis de commencer à construire. Des versements mensuels de 2500 dirhams ont complété le budget. Aujourd'hui, je suis chez moi, non plus dans un abri de fortune, mais dans une vraie maison. Un programme d'aide de 11 milliards d'euros sur 5 ans avait été débloqué pour reconstruire les 6 provinces touchées par le séisme. Les troubles politiques, la régression des droits des femmes et la liberté de la presse sont quelques-unes des préoccupations mondiales qui ont été évoquées ce lundi à l'occasion de la 57e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Il y a ces hommes politiques relayés par certains médias qui font des migrants, des réfugiés et des minorités, des boucs émissaires, comme nous l'avons vu par exemple en période électorale en Autriche, en France, en Allemagne, en Hongrie, au Royaume-Uni et aux États-Unis, pour n'en citer que quelques-uns.
Ils capitalisent sur l'anxiété et le désespoir en dressant un groupe contre l'autre et ils cherchent à distraire et à diviser. L'histoire nous a montré que les paroles haineuses peuvent déclencher des actions haineuses. Le leadership politique fondé sur les droits de l'homme est un débat basé sur des preuves et l'antidote à tout cela. Lors de cette session, le chef des droits de l'homme de l'ONU a mis en garde contre le racisme, un fléau qui continue de sévir dans le monde. Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui est associée continue de sévir dans les sociétés soutenues par des structures de pouvoir bien établies, des intérêts particuliers, l'inertie des institutions et des stéréotypes néfastes souvent enracinés dans l'héritage du colonialisme et de l'esclavage. Malgré certains progrès, ceux-ci restent inégaux et insuffisants dans beaucoup trop d'États de toutes les régions. Durant 5 semaines, le Conseil examinera plus de 80 rapports et tiendra 20 débats interactifs traitant des droits de l'homme.